grosse, moche et vieille au Japon, c'est comment? C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Et attention à ce que vous mettez dans les commentaires. À chaque fois, vous laissez votre adresse IP. Moi, avec ça, je vous retrouve. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je me suis sentie au Japon par rapport à mon physique. Je voulais raconter comment ça s'était passé pour moi au Japon parce que là-bas, on se sent grosse, vieille et moche. Même si, attention, ce n'est pas du tout mon cas, bien sûr. Cette vidéo n'a pas vocation à être universelle ou je ne sais quoi. Je ne parle ici que de mon ressenti. Faites-en ce que vous voulez. On va aborder plusieurs points, comment c'était pendant le trajet, en extérieur, avec les gens, la nourriture, l'hôtel, etc. Est-ce que c'est possible d'aller au Japon en étant gros, moche et vieux? Alors tout d'abord, comment c'était pendant le trajet? J'avais la hantise d'être la personne grosse de la rangée. Vous savez, un petit peu les clichés. Ah mon Dieu, j'étais à côté d'une personne obèse, c'était la mort. Voilà, je veux pas être la personne qui occupe à elle seule 3 sièges. Faut-il acheter une place supplémentaire pour moi? Bon, en fait, ça s'est super bien passé. C'était même l'inverse, étonnamment. J'étais encadrée de 2 mastars. C'était moi, la sucrète de la rangée. Ça fait que en étant 3 personnes volumineuses sur la banquette, on n'a pas fait pencher l'avion, je tiens à le dire, il était très stable, mais par contre on était serrés, c'était une horreur. Cela avait peut-être un rapport, attention cliché, avec le fait que je voyageais avec Lufthansa. Les Allemands, le gabarit. Eh ben non, pas du tout, parce que au retour, je voyageais aussi avec Lufthansa et là par contre, la plupart des passagers arboraient une magnifique médaille qui indiquait qu'ils avaient couru le marathon de Tokyo. C'était comme ça, mes 2 voisins. Non, je n'ai pas écrasé mes voisins et ça s'est bien passé. Peut-être qu'à l'aller, j'étais en coïncidence avec la convention des haltérophiles de Tokyo, je ne sais pas. Bon alors dans l'avion, vous allez être serré de toute façon et vous pourrez difficilement vous lever. Oui, alors l'idéal c'est de faire les 100 pas dans l'avion. Non mais dans quel avion? Tu peux pas te lever comme ça. Oh mais attendez, j'aimerais bien sauter à la corde pour faire circuler le sang. Non, vous allez être serré, assis et en plus en altitude pendant 15 heures ou plus selon votre vol. Moi c'était plus puisque j'avais une correspondance. Mais bon, entre-temps, je m'étais égayée dans l'aéroport de Stuttgart. Donc là, j'aurais pu sauter à la corde. On conseille dans ces cas-là de prendre des bas de contention. Et plus vous êtes gros et vieux, et plus vous êtes soumis à ce genre de choses. Franchement, moi, les bas de contention, ça m'a pas réussi. Au retour, j'ai préféré ne pas. Faut aussi anticiper ce genre de choses. Mais ça, c'était pendant le trajet et j'étais avec des Allemands. Comment ça s'est passé une fois à l'arrivée où là, c'était des Japonais. À peine arrivé, ça a tout de suite été un choc visuel. Alors, je parle pas des bâtiments ou quoi que ce soit. Évidemment que c'est un choc visuel, le Japon. Je savais qu'au Japon, les gens accordaient de l'importance à l'apparence. On peut parler des Parisiennes, l'élégance, la femme parisienne. Mais la Parisienne est à 10 000 km de la Tokyoite. C'est pas quelques femmes élégantes comme on en rencontre à Paris. Là, c'est tout le monde. Il y a un... Il n'y en a pas un qui se promène jean, basket, t-shirt. Bon alors t-shirt j'étais en hiver, donc là il y en avait peu de toute façon, mais même blouson, rien. Ils sont tous ultra élégants et je parle pas seulement des salarymen et salarywoman qui effectivement sont tailleurs. Non, tous les gens sont sapés, hallucinant. L'élégance est impeccable. Les coiffures, brushing parfait, ultra lisse, elles sortaient de chez le coiffeur, c'est pas possible autrement. Le maquillage impeccable, juste élégant, pas tape à l'œil. Chemisier, grand manteau en laine, beige. C'était la mode du blanc et du beige. Jupe longue. Alors justement, quand j'ai vu toutes ces femmes en jupe longue,
Je me suis dit, mais c'est la mode à Tokyo, les jupes longues. Je suis au bon endroit au bon moment, moi qui suis une adepte depuis toujours de la jupe longue. J'ai toujours l'air d'un extraterrestre en France parce que c'est pas du tout la mode des jupes longues. Suis-je à la mode? Pas du tout. Parce qu'il y a jupe longue et jupe longue, hein, et clairement... Moi, ma version jupe longue, c'est plutôt bohémienne. Je parle d'un style, hein, je veux pas insulter les bohémiens. Hein. Quand je dis jupe de bohémienne, c'est jupe de bohémienne. Hein. Pourtant, j'avais fait des efforts. Ma garde-robe était toute neuve. J'avais racheté des hauts, jupes, petites bottines. Pourquoi ai-je même fait autant d'efforts? Il y a jupe longue et jupe longue, et clairement, j'avais pas le bon modèle. Non, c'était des jupes droites, très longues, ultra élégantes. Alors par contre, il faut m'expliquer, parce que en termes de praticité, je suis bien placée pour savoir que les jupes, c'est un calvaire. Dans les escaliers, on se prend les pieds dans sa jupe. Quand c'est pas carrément dans la rue, hein, moi souvent mes jupes sont tellement longues qu'à tout moment je peux marcher dessus. Personnellement, je suis très souvent à soulever ma jupe un peu façon Renaissance, vous voyez, de poup, poup, poup. Là, c'est même pas possible puisque ce sont des jupes droites. C'est élégant, mais franchement, c'est pas confortable. C'est très salissant. On va la frotter partout, l'attraper. Là, toutes les femmes étaient habillées comme ça, et en plus avec des jupes très claires, ce qui est quand même risqué, surtout dans une ville comme Tokyo. Il y a quand même de la pollution, il y a un monde, une densité, donc on est en permanence à frôler des gens. En plus, le métro, ok, il est nettoyé régulièrement, mais enfin c'est quand même le métro. C'est quand même une contrainte incroyable de se promener avec des vêtements aussi peu pratiques et très clair en plus, et malgré tout, les femmes étaient impeccables. J'ai jamais vu une nana qui avait le bas de sa jupe taché, ou même qui galérait un peu. Non, non, pop, 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 pop. Et les grands manteaux beiges aussi. À mon avis, le secret, c'est que ça devait être neuf. Même en portant ces vêtements en pressing régulièrement, je ne vois pas comment on peut les garder en aussi bon état dans une grande ville. En plus, il pleuvait tout le temps. Et à Tokyo, les gens ont tous un parapluie. Personne ne porte d'imperméable. Alors là aussi, élégance comme ça, mais pratique comme ça. Parce que quand vous tenez un parapluie, ben, ça vous prend une main en fait. En plus, il s'accroche, vous éborgnez votre voisin, il faut faire attention. Donc c'est super pas fonctionnel. Rien de mieux qu'un kawaii. Le kawaii, vous l'avez sur le dos en permanence. Ça attrape la pluie. Enfin, voilà, les kawaii sont incroyablement fonctionnels. En plus, je m'étais acheté un imperméable qui était, je peux pas dire élégant, mais enfin franchement correct. Hein, par rapport au vieux kawaii moche que je mets d'habitude, moi je trouvais que j'étais bien quoi. Malgré tout, avec un imperméable, mais vous avez toujours l'air d'un chien mouillé qui est sur le point de s'ébrouer. Voilà, faut le dire. Et c'était visible dans le regard des gens que je croisais qu'ils avaient peur justement du moment où j'allais peut-être m'ébrouer. Pour eux, c'était une évidence. Ils disaient, celle-là, vue comme elle ruisselle, elle va se secouer. Faut pas qu'on soit là. Donc, je créais autour de moi un petit champ de répulsion. Et pourtant, Dieu sait que les humains, la densité, c'est quelque chose là-bas. Mais malgré tout, si vous voulez avoir de la place dans le métro, mais baladez-vous en kawaii. Donc, j'étais horriblement gênée d'ailleurs parce que apparemment, ça fait partie du savoir-vivre. Avoir un parapluie, ça veut dire que dès qu'on entre quelque part, on va le replier et qu'on ne va pas tout inonder avec ses vêtements. Donc on va arriver, on va le plier, on va le poser et on est sec, on ne commence pas à se répandre en flaques partout dans les magasins, dans le métro, etc. Bon bah moi si, hein, forcément, du coup avec
mon imperméable, dès que j'arrivais, je ruisselais pendant très longtemps encore. C'était absolument épouvantable. En plus, comme j'avais plus ou moins mon sac à dos qui était coincé dans mon imperméable, je ne pouvais même pas l'enlever facilement. Enfin bref, j'étais mais complètement à tordre et mais non présentable. Enfin ça, c'était une horreur. Je pense que les Japonais étaient choqués de me voir comme ça parce que, indice, il y a quand même un inconnu qui m'a offert un parapluie. C'était en sortant d'un musée, voyant que je remettais, parce que j'avais enlevé, je m'étais dit je ne veux pas me balader partout avec mon impair ruisselant, je voyais bien que ce n'était pas correct. Hein. Donc alors que je me rééquipais, donc j'étais totalement équipée pour la pluie. J'avais même une espèce de petite visière comme ça qui me protégeait vaguement mes lunettes, très vaguement. Hein. Donc j'étais complètement harnachée et une personne m'a très gentiment offert un parapluie. C'est dire que je devais vraiment avoir l'air misérable. Je n'ai pas osé refuser, mais je dois avouer que je l'ai abandonné peu de temps après dans un commerce, parce que tout le monde laisse son parapluie à l'entrée des commerces, donc on peut très bien ressortir sans. Hein. J'ai peut-être fait un heureux, je ne sais pas, il avait l'air très bien ce parapluie, parce que moi, ça m'encombrait. Un imperméable, c'est quand même super pratique, on a ses 2 mains libres, c'était très bien, c'est pas pour rien que j'avais ça, donc j'étais très contente moi de mon imperméable. En plus, je le trouvais joli, hein. Donc le look, c'était vraiment pas ça du tout. Moi justement, j'ai regretté de m'être même enquiquinée à chercher à m'habiller correctement et pas juste à viser un sens pratique pur et dur en disant mets tes grosses chaussures de marche tout le temps, cherche pas à mettre tes petites bottines. De toute façon, qui a remarqué que j'avais des petites bottines neuves vu l'ensemble? Dans le métro d'ailleurs, parlons-en, ça monte et ça descend tout le temps. Forcément, métro. Hein. Il y a des escalators absolument partout, il y a même des ascenseurs partout. C'est super bien fait et très très bien indiqué. Problème, la foule, un monde, un truc de fou cette ville. C'était mais bondé en permanence. Résultat, vous savez qu'il y a un escalator, limite même vous le voyez au loin. Vous voyez même indiqué ascenseur. Mais vous dites que pour y arriver, il va falloir y aller au coupe-coupe et tracer. Donc, s'il y a un escalier plus proche, vous prenez l'escalier. Mais dans l'escalier, toutes les autres personnes qui sont derrière vous, elles vont au boulot, elles ne sont pas en vacances. Donc, il y a un petit rythme à soutenir dans l'escalier. Et si en plus vous avez une valise, punaise, mais c'était dur. Et c'est là que, voilà, j'ai senti le poids des ans. Peut-être pas juste le poids des ans. Waouh, mais ça grimpait, ça descendait tout le temps. J'avais mal aux genoux. Oh, j'étais mauvaise. En plus, le Japon est réputé pour un pays de personnes très âgées. Je ne sais pas comment ils font pour marcher et puis c'est tout. Tout le pays est en pente. Ce pays penche. Ça monte, ça descend. L'environnement est vraiment fatigant. Attention, hein, c'est même pas écrit, c'est super chouette, hein. C'est physique. Il y a énormément de monde dans la rue. Moi j'étais l'hiver, donc il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc les gens qui étaient dans la rue, c'était des Tokyoïtes, ils ne se promenaient pas. On ne peut pas aller tellement à son rythme, on va gêner. Très rapidement, on sent que, oui, on obstrue le passage. Et ça, c'est pas juste une question de gabarit, je tiens à le dire, je bloquais pas la rue à moi toute seule. Et nulle part il n'y a de mobilier urbain. Il n'y a pas de banc. À mon avis, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a tellement de monde dans les rues qu'en fait, tout mobilier urbain bloquerait le passage. Je vois que ça. Et puis, ça doit être aussi l'idée de dire tu vas mettre un banc, 2 bancs, et puis quoi? T'as 100 000 personnes qui passent dans la rue, et tu vas pas en asseoir 4, ça rime à rien. Donc, autant n'asseoir personne. Je ne sais pas. Mais même dans les parcs et tout, il n'y a pas de banc. Je dis, mais si. Donc, jamais tu peux te poser 5 minutes pour souffler. Ou même, tu as quelque chose à chercher dans ton sac, tu es obligé d'être debout. Enfin, donc ça,
C'est un détail, hein, évidemment, attention, ça n'a pas entaché mon voyage. Je ne suis pas revenue en disant « Ah, c'était bien, mais alors par contre, vraiment, non, c'était super de toute façon. Hein. » Mais ça fait un petit point qui ajoute à la fatigue de la journée, c'est qu'on ne peut jamais poser son séant autrement qu'au restaurant. Ça permet de se poser un moment, c'est toujours ça de prix. Hein. Même au restaurant, c'est souvent qu'on est debout. Alors moi, souvent, j'essaie quand même de trouver des restaurants où on pouvait s'asseoir. Parce que là, j'avais besoin, à un moment donné, il faut se poser quand même dans la journée. C'était un enchaînement de moments qui étaient superbes. Attention, alors là, c'était vraiment génial, mais assez fatigant. Il y a des transports en commun, mais là aussi, pour aller d'un transport à l'autre, il faut marcher, attendre, etc. Et dans les transports en commun, à chaque fois, j'étais debout. J'ai jamais eu de place assise. Sauf dans le métro, justement, les fois où j'avais mon impair ruisselant, là, bizarrement, mais autrement, j'étais toujours debout. Il faut dire que même si j'arrivais très en avance, parce qu'en fait, souvent, je laissais passer le premier bus pour être bien sûr que c'était celui-là et j'attendais le suivant. Donc, bon, voilà. Mais malgré tout, j'osais jamais trop me mettre en avant dans la file d'attente parce que je me disais, vaut mieux que je sois derrière plusieurs personnes pour voir, parce que des fois il faut rentrer à l'avant du bus, des fois il faut rentrer à l'arrière, des fois c'est pas celui-là, donc je préférais me dire, oh là, laisse monter 2-3 personnes avant toi, puis en fait de 2-3 personnes, et j'arrivais, j'étais debout. Bon, systématiquement. Le soir, j'avais les pieds en sang et les genoux en bouillie. Ah non, j'étais dans un piteux état. Donc il faut être jeune pour aller au Japon. Ou en super forme, en tout cas. En plus, mais ça c'était ma faute, j'avais vraiment mal calculé. J'avais pris des valises monstrueuses et comme j'étais toute seule, et c'était Bibi qui devait les porter. Parce que moi d'habitude quand je voyage, j'ai un Sherpa. Bon alors je crois que ça porte un autre nom. Un mari, c'est ça, voilà. Avoir un mari. Très, très serviable en plus. C'est pour ça que le soir, dans ces moments-là, on a envie d'être dans une chambre confortable, dans un lit confortable. Eh ben, pas toujours. À l'hôtel. Alors déjà, les chambres, en général, sont minuscules. Il y a une pression immobilière au Japon, encore plus dans les grandes villes, et encore plus à Tokyo. Donc là, il ne faut pas s'attendre à avoir une grande chambre. J'y allais pas pour y vivre, hein. Mais ne serait-ce que pour défaire sa valise, c'est quand même agréable de ne pas arriver en tapant directement dans son lit. Ça allait. Mais je veux surtout parler des chambres typiques. Pendant le séjour, j'avais alterné parce que les chambres typiques sont en général assez chères, mais je voulais quand même expérimenter. Et franchement, alors c'est à vivre parce qu'il faut passer au moins une nuit dans une chambre typique, c'est super, hein, c'est magnifique, il faut le faire, c'est une expérience. Mais une nuit, ça suffit. C'est un cauchemar. Voilà, faut le dire. Première chose à laquelle on ne pense pas forcément, parce que quand on pense futon, on se dit « Ah, ça va être vraiment un matelas pas épais, je vais pas être... » Oui, effectivement, ça c'était un réel problème. Une planche de bois, un futon, pareil, hein, même combat. Quand je pense qu'en France, il y en a qui font même venir des futons du Japon parce qu'ils ne jurent que par ça, mais expliquez-moi, dormez directement sur le carrelage. Ça, je savais, mais entre le savoir et le vivre toute la nuit, c'est pas pareil. Mais il y a autre chose aussi, c'est que il n'y a pas de sommier. Vous êtes couché littéralement par terre. Se coucher par terre, c'est une chose, mais le lendemain, va falloir se relever. Qui plus est, après avoir passé une nuit de cauchemar. Vous êtes courbattu, fourbu. Vous avez l'impression qu'un lutin, ou plutôt un yokai, est venu et vous a tapé dessus toute la nuit. Maintenant, il faut vous relever. Oh là là, mais l'inconfort de la chose, mais c'est atroce ce truc. Pourquoi? Et en plus, il vous ordonne ça d'un magnifique oreiller en ciment. Je ne vois pas d'autre explication. En plus, ils en étaient tout fiers à l'hôtel. Il y avait une espèce de grand panneau devant la porte en disant que c'était les oreillers prout-mouche de la marque Plutchuk. Et
et qu'ils avaient été certifiés, tout ça. Prends un caillou, ça sera plus simple. Donc on dort sur une planche de bois et la tête sur une pierre. Une nuit, j'étais dans un temple. Oui, je dormais dans un temple. C'est un truc quand même pour les touristes. Hein. Enfin, touristes avertis. J'avais bien cherché pour trouver ça, surtout en février. Cette chambre d'hôte, j'étais la seule à la louer et je savais que je serais la seule à la louer, mais elle est également conçue pour recevoir des pèlerins, je ne sais pas. En tout cas, c'est une chambre immense qui potentiellement peut accueillir beaucoup de gens. Et le moine qui m'a accueilli m'a montré où étaient rangées les affaires et m'a expliqué que c'était à moi de sortir et de re-rentrer les affaires. Donc de déplier mon futon. J'avais déjà expérimenté plusieurs nuits la dureté de la chose. Et j'ai vu dans le placard qu'il n'y avait pas un futon, mais une pile de futons, comme c'était prévu pour plusieurs personnes. J'avais en fait l'équipement pour toute une chambrée, et j'en ai profité pour les empiler. C'est-à-dire que je n'ai pas mis un futon, mais 7 futons. Ça tient très bien, hein, c'est tellement fin, ça faisait pas un matelas. Surtout qu'encore une fois, il n'y avait pas de sommier, je mets juste un pauvre tatami dessous. Et bien même avec 7 futons, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas si vous connaissez le conte de la princesse au petit pois. Une nuit d'orage, elle est recueillie. Il n'y a rien qui prouve que c'est une princesse, et pour être sûr que c'est une princesse, la reine de cette contrée qui habite ce lieu lui installe 7 matelas et elle glisse un petit pois tout en dessous, donc au niveau du sommier. Et il se trouve que la princesse, après une nuit passée sur cette pile de 7 matelas, qui là sont de véritables matelas, il n'y a pas de futon dans cette histoire. La princesse se lève le matin et elle est couverte de bleu. Le petit pois a suffi à heurter sa chair tendre de princesse, et ainsi la reine a l'assurance que cette jeune fille est une authentique princesse d'une autre contrée. Peut-être suis-je moi-même une authentique princesse d'une autre contrée. Parce que même avec 7 futons superposés, le lendemain, j'étais moi aussi couverte de bleu. J'ai moins mal dormi que dans la chambre avec un seul futon, mais à peine. Y avait-il un petit pois sous les 7 matelas? Je ne sais pas. Les toilettes, est-ce que c'est gênant d'être très volumineux pour aller sur les toilettes? Pas du tout. Et c'est super agréable. Et en plus, oh mon Dieu, bien souvent les toilettes étaient chauffantes. Oh, ça c'était le moment de bonheur de la journée, de se réchauffer le fondement. Là au contraire, ça cuisait mes vieux os, perclus de froid, parce qu'il faisait froid, j'étais en février. Donc quand je rentrais dans la chambre d'hôtel, je disais tout ça c'est super agréable. Et dans les chambres d'hôtel, il y a la salle de bain aussi. Ce qui est génial, c'est que dans chaque salle de bain, dans chaque chambre d'hôtel, il y avait une baignoire. C'est vraiment un truc qui est fourni de base, ça c'est génial. Même la chambre d'hôtel la plus petite est fournie avec une baignoire. Ça c'est fantastique. Mais par contre, c'est de toutes petites baignoires. Alors c'est exprès. Les Japonais, même chez eux, même très riches ou avec beaucoup de place ou je ne sais quoi, ils ont des baignoires qui sont, nous, ce qu'on appelle des baignoires sabots. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un carré, voilà, une cuvette carrée, et on n'est pas censé... voilà, non, on est mais le bac est suffisamment haut pour qu'on soit mais avec de l'eau jusque-là. Alors jusque-là ou pas, hein, non. Mais il faut déjà rentrer et s'asseoir dedans, parce que la plupart ça allait, mais il y en a certaines où c'était vraiment... C'était la version assis mais trapu. Cependant, c'est super agréable quand même d'avoir une baignoire à chaque fois, c'est merveilleux. Et puis si vraiment vous êtes réfractaire à la chose, vous pouvez vous contenter de vous doucher. De toute façon, il y a toujours un système de douche à l'extérieur de la baignoire. Faut pas se doucher dedans, c'est un peu bizarre. On se douche à côté, on a un peu l'impression de s'être loupé. À chaque fois, on se dit, mon Dieu, mais je suis en train de mettre de l'eau partout. Non, c'est conçu pour les onsen.
Alors je ne suis pas allée très souvent dans des onsen parce que déjà de base, j'ai du mal, moi, avec la nudité. Je préférais ne pas trop m'exposer. Je savais très bien que ça passerait par une nudité complète, donc je suis très peu allée au onsen. Mais quand même, j'avais envie de vivre ça, c'était d'ailleurs absolument extraordinaire. Donc j'y suis allée et d'ailleurs j'ai demandé à la personne qui s'occupait de l'endroit des conseils pour y être à un moment où il y avait vraiment personne, en tout cas très peu de monde. D'ailleurs cette jeune femme m'a indiqué un horaire, c'était super et effectivement la première fois il n'y avait personne, c'était génial, j'étais toute seule, j'avais le onsen complet privatisé pour moi, c'était fantastique. Mais la deuxième fois il y avait plusieurs personnes, j'étais ultra mal à l'aise et en plus comme c'était dans un hôtel, en fait c'était totalement des occidentales et elles avaient l'air encore plus gênées que moi. Donc c'était assez tendu comme situation, mais c'était plutôt rigolo finalement. On sait que les onsen, on est tout nu. Donc ça, je m'étais préparée psychologiquement. On sait aussi qu'il faut se doucher avant d'entrer dans les onsen. Mais ce que j'avais moins anticipé, c'est qu'il faut se doucher au bord du bassin. Donc littéralement, la piscine, c'est pas vraiment une piscine, mais le bassin est là devant vous. Et il y a des espèces de petits box, mais qui sont pas du tout cloisonnés, hein, c'est juste matérialisé. Vous avez là des douches, voilà, murales, avec un flexible, donc vous prenez mais là, devant le bassin. Donc vous êtes littéralement à 1,50 m des personnes qui sont dans l'eau. Donc il y a une promiscuité, et évidemment, à ce moment-là, vous êtes déjà nu. Puisque à aucun moment vous n'avez de maillot de bain, ni slip, ni rien du tout, et vous n'allez pas vous doucher avec votre serviette. Et vous pouvez toujours arriver avec une petite serviette, voilà. Alors, les serviettes qui sont fournies en général sont comme ça. À un moment donné, il va falloir l'enlever, et de préférence avant de vous doucher, parce que se doucher en yukata, c'est un chouïa pas pratique. Donc, bienvenue au spectacle. Comme c'était que des occidentales, elles s'étaient toutes tournées, très gênées évidemment quand je suis arrivée pour me doucher. J'étais moi-même ultra mal à l'aise de me doucher quasiment au-dessus de leur tête. Et ensuite, étant donné que j'étais ruisselante, même si les petites serviettes étaient assez proches de moi, et que le bassin était très proche, je n'allais pas prendre une petite serviette pour entrer dans le bassin. Donc, de la douche au bassin, eh bien, j'étais à nouveau nue et schla. Et donc, j'ai essayé, au contraire, de m'infiltrer dans l'eau le plus discrètement possible. Une fois qu'on est dans l'eau, ça va, parce que finalement, c'est assez discret. C'est-à-dire que vous rentrez dans le bain jusqu'aux épaules. Donc, les gens voient que vous êtes nu, mais ils ne vous voient pas nu. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est entrer le premier, sortir le dernier. C'est très chaud les onsen, hein, vous ne pouvez pas rester longtemps de toute façon. Donc, à un moment donné, il va falloir sortir. En plus, ce qui est conseillé, enfin le truc rituel, c'est de faire plusieurs allées et venues entre la douche froide et le bassin. Donc au contraire, de sortir, de se redoucher, de rentrer, de se redoucher. Mais j'ai trouvé cette situation assez gênante. Et de toute façon, par la suite, je n'avais pas prévu d'autres onsen, mais j'en ai pas programmé en plus, parce que finalement, moi, ça m'a pas convenu. Alors, est-ce qu'on maigrit au Japon? On pourrait le croire. Les gens sont tous ultra minces, voire carrément maigres. On peut penser que leur nourriture a des vertus. Le régime crétois, japonais, et franchement, moi j'ai grossi. Pourtant, je mangeais pas tant que ça. Avec le décalage horaire, j'avais plutôt faim la nuit, mais comme je dormais, voilà, je mangeais pas. Et dans la journée, il m'est arrivé de pas du tout manger. Mon horloge interne était comme décalée, et puis j'avais plein de choses à visiter, j'avais plein de choses à faire. Comment les Japonais font-ils pour être maigres avec la nourriture? On pourrait se dire, ah oui, mais la nourriture que tu as vue dans les restaurants, dans la rue, n'est pas représentative de ce qu'ils mangent chez eux. Mais ils ne mangent pas chez eux, ou très peu. Entre midi et deux, on voit bien que tous les salariés sortent pour aller manger dans des petits restaurants parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais enfin, ça c'est pareil en France. Mais le soir, on voit la même chose finalement. Donc il n'y a pas de repas exceptionnel type restaurant comme en France où on se dit on peut faire un petit excès de temps en temps, on va au resto, puis après on fait attention chez soi. Là, c'est toujours au restaurant. Donc je me suis dit, mais
comment se fait-il qu'ils soient minces, maigres, avec la nourriture qu'on voit servie dans les restaurants? Non, parce que parlons-en, hein. Alors, pas de légumes ou très peu, pas de fruits ou très peu. Bon, alors la viande, ok, c'est essentiellement du poisson. Enfin, le porc bien gras et tout, c'était pas mal non plus. Le riz à gogo, bah désolé, mais le riz c'est du sucre, hein, ni plus ni moins. La friture, alors oui, c'est la fameuse friture légère. Ouais, enfin, c'est quand même de la friture. Même légère, si à un moment c'est de l'huile. Hein. Comment c'est possible? Alors, j'ai bien ma petite idée. Au vu des menus qu'on m'a portés, je pense que ce n'est pas une question de qualité, mais de quantité. Parce que ben, c'est mon menu. Ce n'est pas les amuse-bouches. Ça ne réside pas dans leur nourriture, ça réside dans leur absence de nourriture, finalement. Les seuls restaurants dans lesquels il y a beaucoup à manger, ce sont des restaurants de ramen. Alors, bonne nouvelle, ce sont les plus courants. En fait, on a souvent une vision sushi, maki, pratiquement partout on mange des ramen. C'est vraiment le lieu type de restauration rapide. On vous apporte le bol de ramen. Une bassine. Ce qui est bien, c'est que comme les restaurants sont ouverts toute la journée, même si vous avez faim à des heures incongrues à cause du décalage horaire, vous trouverez sûrement quelque chose d'ouvert. Bon, attention, pour autant, je ne suis pas à le milieu de la nuit. Ça, c'est très pratique. Et puis, ça permet de faire des pauses comme ça dans la journée. À chaque fois, il faut savoir que ça va être des pauses courtes, hein, parce que les restaurants, vous comprenez vite l'ambiance, entre 15 et 30 minutes maximum. Hein. Là, pour juste manger, partir. Vous pouvez en profiter en plus pour souffler. Les vêtements, il faut qu'on en parle. Alors attention, hein, j'attendais pas d'être au Japon pour me rhabiller. Déjà qu'en France, j'ai du mal. Pour les chaussures, encore moins. Je chausse du 41. Je voulais m'acheter des vêtements typiques. Un yukata, un kimono. Ce fut une longue errance. J'avais lu des conseils dans le guide où il disait attention, il y a plein de boutiques. C'est des arnaques pour les touristes. Les vrais kimonos sont dans tels et tels endroits. C'est pas la même qualité, c'est pas le même tissu. J'ai fait plusieurs boutiques. Déjà, c'était pas facile à trouver. Wow, le prix, bon, mais ça, on n'est pas là-dessus. Évidemment, il n'y avait pas ma taille. Les yukata pour hommes, j'aimais mieux. C'est pas pour moi, c'est pour apporter à mon mari. Il a la même taille que moi, le même gabarit que moi. Bon, pas du tout en plus. Finalement, je suis allée dans une authentique boutique pour touristes. C'est encore le meilleur endroit où vous avez une chance de trouver une taille occidentale. Grosse moche et vieille au Japon, comment c'était? Dans l'avion, totalement ratatiné. À l'arrivée, le décalage horaire, c'est le matin et il faut continuer pour la journée. Dans la journée, ça va être comme ça. Les rues montent, il va falloir grimper les escaliers, attendre aux arrêts de bus, être debout et serré dans les bus. Vous arrêtez pour déjeuner, faire la queue. Arriver le soir dans un hôtel traditionnel. Le onsen de l'hôtel, vous lavez devant tout le monde. Dormir sur un futon au ras du sol qui est dur comme une planche de bois avec un oreiller dur comme du ciment. Et le lendemain, il va falloir vous relever déjà, réussir à... Vous êtes par terre, pas seulement au sens propre, vous êtes par terre aussi au sens figuré. Il faut mieux être sportif, beau et jeune, oui, comme partout. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que être grosse, moche et vieille m'a empêché d'aller au Japon? Non. Est-ce qu'il y a eu certains points qui étaient un peu compliqués quand même? Oh, un peu, mais ça va en vrai. C'est très physique le Japon, mais ça allait, somme toute. J'étais en vacances, je suis allée à mon rythme, ça s'est très bien passé, j'ai survécu et je suis quand même super contente. Donc, faut y aller.